Alors, je fais une petite introduction très rapide, mais pour situer un peu les choses sur la perte de confiance qui n'aborde pas ce que vont dire nos partenaires derrière nous. J'ai un peu regardé ce qui se passait et j'ai tapé perte de confiance dans le système de santé. Donc, vous voyez, j'ai fait une préparation googlesque. Et j'ai trouvé quelques points et je suis même remontée sur des études qui datent un peu pour voir un peu ce qui se passait dans l'histoire. Alors, concernant l'image, la perception qu'on a du système de santé, les Français, il y a un sondage Odoxia qui a été réalisé, mais je suis montée loin, en 2017, pour voir ce qu'on en pensait en 2017, avant Covid. On annonçait déjà une perte de 8 points dans la confiance du système de santé, qui restait bonne à 70%, mais en un an, il y avait moins 8 points. 3/4 des Français pensaient que ça allait se dégrader, et l'insatisfaction concernant l'hôpital passait de 9 à 20% en un an. Donc on était en 2017, je ne sais pas si vous vous rappelez, on n'avait pas encore eu Covid. Si on parle de la qualité des soins, dans cette confiance, en 2021, dans une étude OpinionWay, 56,7% jugent que la qualité des soins est menacée pour des raisons de coût. C'est quand même beaucoup. Puis si on parle vraiment concrètement méfiance, en décembre 2021, une étude APCO Worldwide présente des chiffres significatifs sur le niveau de méfiance des Français, non seulement par rapport au vaccin de la Covid-19, donc on ne revient pas dessus, on l'a tous vécu, mais aussi face aux innovations thérapeutiques en général et aux thérapies géniques en particulier. Donc on n'est pas uniquement dans le soin et la prise en charge, mais aussi dans les médicaments. Et 33% de l'échantillon se déclaraient sceptiques en général envers tout nouveau traitement pharmaceutique. Donc la perte de confiance, elle est un peu à tous les niveaux. Et puis ce que ça montrait aussi, c'est qu'il y a une polarisation des opinions et une fracture générationnelle après 45 ans. Une étude qui a été réalisée pour le MEDEF par l'IFOP en mai 22, donc on remonte un peu, montre que 25% des Français n'ont pas confiance dans le système de santé. Voilà, donc on est en mai 22, 25%. On doit également parler de la perte de confiance de nombreux soignants. On ne peut pas faire fi. Je me souviens d'un moment, Marie, tu te souviens, c'était une grande crise des soignants qui avaient manifesté bien avant Covid en disant « Attention, le système est en danger ». La crise Covid a montré quand même qu'il y avait des failles dans ce système. Mais quand je vous parle de tout ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes, et en fait aucune de ces études ne parle d'une segmentation genrée. Jamais. On ne fait pas d'études avec des segmentations genrées. Alors j'ai un peu regardé, et j'en ai trouvé une de la DRIS de 2016. Et là on parle d'une différence entre les hommes et les femmes. Alors j'ose supposer qu'ils l'ont fait pour les autres questions, mais je ne suis même pas sûre. Et en fait, il s'agit de l'axe de la protection sociale. Et ça rejoint exactement ce qu'on a vu pour nos états généraux. En fait, les démonstrations faites le 9 décembre étaient comme ça, c'était qu'on avait vu que le premier frein à la santé, c'était le manque d'argent, et les femmes sont les plus précaires. Donc je ne refais pas la démonstration, on l'avait faite. Et l'étude dit que, 1, les femmes sont moins satisfaites que les hommes du niveau de couverture du système de protection sociale français. C'est normal. Ensuite, elle se déclare aussi, alors là il faut que je trouve la suite de mon discours, elle se déclare aussi en faveur d'une assurance maladie plus que les hommes et d'un système de retraite universel. C'est vraiment la journée pour en parler. Et c'est bien aussi le dernier point qui émerge, c'est que pour les femmes, faciliter la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, donc on est en 2016, donc on en parlait déjà de la charge mentale, doit constituer une priorité de la politique familiale, et donc on a vraiment rejoint le deuxième frein qu'on avait identifié le 9 décembre. Et ça date de 2016, et je ne l'avais pas vu pour le 9 décembre, mais je n'avais pas fait la même recherche. Bon, je vous ai raconté un peu ce que j'avais vu, donc pas de segmentation femmes-hommes dans ces questionnaires, sauf pour ce qui s'agit de la protection sociale et de la charge mentale. Mais moi, j'en ai dit assez, place à la table ronde, et je vais interviewer rapidement chacun d'entre vous, une question chacun, on a préparé. Alors, Christelle, merci d'être là. Merci. Vous avez constaté une perte de confiance dans le système de santé, et Sanofi a imaginé une action, et sans doute d'autres que vous allez nous raconter, qui s'appelle 1 Million Conversations. C'est joli comme terme. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que vous êtes nos partenaires. Merci. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, s'il vous plaît? Alors en fait, vous disiez qu'il n'y avait pas d'études où le genre était mis en avant. Bah justement, nous, on l'a fait. En fait, Sanofi, un des motos de Sanofi, c'est de poursuivre les miracles de la médecine pour améliorer la vie des gens.
Mais si les gens ne font pas confiance dans la médecine, ben en fait, notre vocation à créer des médicaments innovants et qui guérissent les maladies aura peu d'effet. Donc effectivement, à un moment donné, on a eu un constat qui est il y a un gap entre la médecine, le système de santé en général, et la confiance qu'on peut avoir dans ce système de santé. Mais ça, c'était un ressenti. On avait des études qui étaient assez anciennes, et on voulait mesurer le lien entre appartenir à un groupe sous-représenté, même si les femmes sont majoritaires, elles sont malheureusement considérées comme un groupe sous-représenté, les autres minorités, donc les minorités ethniques, les personnes s'identifiant comme LGBT, les personnes vivant avec un handicap, et le système de santé. Est-ce qu'il y avait un rapport entre appartenir à un de ces groupes et une défiance vis-à-vis du système de santé? Donc on a fait effectivement une enquête l'année dernière dans 5 pays. Bon, on pourra revenir plus tard sur ces détails par pays, mais on visait l'ensemble de la population et ses sous-groupes pour voir s'il y avait effectivement ce delta. Et effectivement, quand on appartient à un de ces sous-groupes, la défiance vis-à-vis du système de santé est accrue par rapport au reste de la population. Et ça, c'est valable même pour les femmes, même si elles sont plus de 50% de la population. On a un rapport qui est, par exemple, pour la France, 56% des femmes vont dire qu'elles n'ont pas confiance dans le système de santé, quand ça va être 50% des hommes. Donc il y a à chaque fois un delta défavorable, on va dire, pour les femmes. C'est encore plus vrai quand elles sont partie de ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'une femme vivant avec un handicap à 50% ne va pas faire confiance dans le système de santé, donc c'est quand même une femme sur 2, c'est 40% pour les hommes. Et une femme lesbienne, à 62%, a eu une expérience qui a endommagé sa confiance dans le système de santé. Donc on voit qu'il y a un rapport entre ne pas être un homme aujourd'hui dans la société et faire confiance ou pas à la médecine. Et ça, c'est grave parce que ça a des conséquences. Ça veut dire qu'on ne va plus spontanément aller consulter un professionnel de santé, qu'on va se méfier. Il y a une autre étude qui montre, par exemple, que les femmes font plus confiance à leurs amis ou à leur famille en termes de santé qu'un professionnel de santé. C'est un peu affligeant, pardon de le dire comme ça, mais on va faire bouger les choses petit à petit, hein. Pas l'éléphant d'une fois. Voilà. Et je reparlerai de ce qu'on propose de faire, si vous voulez. Vous pouvez le faire maintenant. Alors, donc, A Million Conversation, ça c'était l'enquête. Donc, ce qui ressort aussi de l'enquête, c'est un sentiment de ne pas être entendu par le professionnel de santé. Donc, Sanofi, en tant que professionnel du secteur, se dit aussi, on ne peut pas continuer à développer des médicaments, encore une fois, si les gens ne nous font pas confiance à l'arrivée. Donc, comment on peut faire pour rétablir ce lien de confiance? Donc, il y a plusieurs actions. Il y a une action qui vise à... parce qu'un des éléments était, on a le sentiment de ne pas être entendu, mais aussi on n'a pas en face de nous quelqu'un qui nous ressemble. Et ça, c'est valable pour les personnes appartenant à des minorités ethniques, des personnes s'identifiant comme LGBT, mais des femmes aussi. Et donc on a un pilier qui est de financer en fait des étudiants issus de ces sous-groupes pour qu'ils deviennent des professionnels de santé, pour qu'à un moment donné, on se retrouve en face avec quelqu'un qui a vécu la même chose que nous, qu'on soit une femme, qu'on soit une minorité ethnique, vivant avec un handicap et autres. Donc ça, c'est le premier pilier, les bourses d'études. J'essaie d'aller vite. Le deuxième, c'est des conversations, donc c'est d'où le titre A Million Conversations. Le sentiment de ne pas être entendu, et ben nous, on va commencer par écouter effectivement les personnes qui expriment avoir vécu au moins une expérience qui a endommagé leur confiance. Et donc on veut comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est la formation du médecin? Est-ce que ce sont des biais? Est-ce que c'est de la discrimination? Est-ce que c'est un accès physique pour une personne handicapée à un professionnel de santé? Enfin, il faut identifier un peu tout ça et voir aussi comment on peut proposer un plan d'action. Et donc ça, ce sera l'étape ultime, c'est effectivement entendre et travailler avec les communautés de patients, travailler aussi avec les associations représentant les malades, mais aussi les communautés représentant ces sous-groupes, pour identifier les situations vécues, mais pouvoir proposer un plan d'action. Et ce sera ensuite, avec des partenaires, que ce soit privés et publics, arriver à proposer un plan d'action national pour remédier à ces dysfonctionnements qui ne doivent plus exister aujourd'hui, clairement. On sera ravis de vous accueillir dans l'Institut. Gabrielle. Oui. Ce n'est pas elle.
Organon, c'est un laboratoire pharmaceutique qui traite de la santé de la femme. Et la santé des salariés est un point focal aussi chez vous, du coup, bien évidemment. Comment vous faites pour maintenir une confiance des femmes dans le système de santé, ou en tout cas chez vous voilà. Donc bonjour à tous, déjà, je suis ravie de me retrouver devant vous aujourd'hui. J'ai hâte d'écouter tous vos projets. Alors effectivement, Organon, c'est un laboratoire spécialiste de la santé des femmes. J'en veux pour preuve qu'il y a eu en 1 an et demi 7 accords stratégiques passés avec des entreprises extrêmement focalisées sur la santé des femmes, donc dans l'endométriose, l'hémorragie du postpartum, la ménopause, la contraception non hormonale. Et donc ça déjà, c'est une preuve de notre engagement envers les femmes. Au-delà de ça, on a des partenariats forts en externe avec des institutionnels. On est partenaire du Forum européen pour les droits sexuels et reproductifs qui lutte pour les droits humains et notamment les droits des femmes. On voit qu'il y a une polarisation des droits des femmes entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Et donc, on est très engagé là-dessus. Et concrètement, en interne, le 8 mars, on offre la journée à l'ensemble des femmes et des hommes du groupe Organon. Donc, ça comprend 11 000 personnes quand même. Donc, c'est un investissement important pour le laboratoire. Et l'objectif, c'est de mettre un coup de projecteur sur le renoncement aux soins chez les femmes. Donc, l'objectif, c'est de donner aux femmes le temps pour qu'elles puissent reprendre, donner priorité à leur santé. Donc qu'elles aillent chez le médecin, mais aussi qu'elles passent du temps pour elles. Ça peut être aussi aller faire une expo, aller au yoga, peu importe finalement, parce que la santé, c'est pas que la santé physiologique. Et aux collaborateurs hommes, de donner du temps aux femmes de leur vie. Donc ça, c'est vraiment le message. Et je trouve que c'est là, quand on a une symétrie des attentions très claire, que l'engagement prend tout son sens et que c'est un acte de preuve fort pour les femmes déjà du groupe Organon et plus largement pour les femmes de la société. C'était l'une des recours qu'on avait dans nos états généraux, donc merci pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Ava. Alba, pardon. N'importe quoi. Tu es Head of Value, en gros tu t'occupes de la valeur en santé chez One Clinic. La perte de confiance, c'est l'un des indicateurs de crise de système. Les femmes sont particulièrement exposées, on vient de le voir, hein, parce qu'il y a toute la précarité autour de la position qu'elles ont dans la société. Est-ce que vous pourriez nous définir un peu d'abord ce que c'est que la valeur en santé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en fait ils mènent de la santé, hein, qui ne savent pas ce que c'est, sa valeur ajoutée, et puis en quoi elle peut restaurer une confiance des femmes dans le système. Bah, on a bien parlé du fait qu'il voilà, y a une perte des confiances des femmes dans le système de santé. Il faut à ça ajouter la crise du système de santé aujourd'hui avec les dépenses énormes qui ont été aggravées avec la crise de Covid, la variabilité qui existe au niveau de la qualité de soins et l'accès aux soins dans les territoires, plus on sait, il y a aussi l'épuisement du personnel de santé, bah, ça fait qu'il... Je vais le dire comme ça, et les gens en ligne nous entendent moins bien si on ne tient pas son micro bien près de la bouche. D'accord. Ça me relâche pour les pitcheuses aussi. Pardon. Et donc du coup, bah, tout ça, cette mélange, il fait qu'effectivement, il y a un défaut de la prise en charge des patients, donc, et surtout des femmes. Bah, on a parlé de différentes initiatives pour essayer de faire regagner la confiance des femmes au système de santé, et une des options qu'on propose, c'est la valeur en santé. C'est quoi la valeur en santé? C'est une stratégie qui a comme objectif de remettre les patients au centre du système de santé. Elle est basée sur la mesure de la valeur des soins qu'on fournit aux patients. Donc, du point de vue un peu schématique, la mesure de la valeur, c'est l'amélioration de l'état de santé d'un patient divisé par les coûts pour arriver à cette amélioration. Donc concrètement, en fait, si on ne mesure pas l'état de santé d'une personne, on ne peut pas lui proposer des soins dont elle a vraiment besoin. Et donc, du coup, c'est la fait que si on mesure ça, on va lui proposer les bons soins et elle va avoir une prise en charge beaucoup plus pertinente, beaucoup plus personnalisée, et ça va lui faire regagner la confiance dans le système de santé. Au sein de One Clinic, la valeur en santé, c'est un de nos piliers, c'est pour ça que je suis là. Voilà. Et on essaie de la mettre en place autour de la santé de la femme et pas que, parce qu'on ne fait pas que de la santé de la femme, et c'est applicable dans tous les secteurs. Pour vous donner un exemple concret, on a mis en place ce que nous on appelle le parcours endométriose. Donc, les patients qui sont atteints de cette maladie, quand elles sont prises en charge au sein de One Clinic, elles rentrent dans un parcours pluridisciplinaire où ce n'est pas uniquement l'accès gynéco qui est pris en charge,
mais aussi on considère des autres dimensions comme la psychologie, l'esthétique, gestion de la douleur. Et dans quel sens il y a la valeur santé qui rentre dedans, c'est que nous, depuis le début du parcours, on évalue l'état de santé de la patiente tout au long du parcours et on personnalise cette prise en charge dont elle a vraiment besoin. Et l'année dernière, c'était la première année, on a mis en place ce programme. Il y a 200 patients qui sont passés par le parcours et les résultats ils sont assez significatifs. Il y a 75% qui ont amélioré leur qualité de vie et surtout au niveau du handicap de la douleur, qui c'est un des symptômes les plus handicapants de cette maladie. Et en plus, la population des patientes atteintes d'endométriose, c'est celles qui probablement ils ont perdu le plus confiance dans le système de santé, entre les erreurs diagnostiques. Une fois diagnostic, tous les professionnels de santé, comme le bien a dit la ministre, ne sont pas forcément formés. Donc, on a l'impression que l'effet d'avoir personnalisé cette prise en charge et les avoir posé les questions comment vous allez, comment on peut vous aider, ça lui fait gagner, en tout cas, on espère, en confiance dans les professionnels de santé et dans le système de santé. Et bon, ça, c'est juste pour vous donner un exemple, mais on essaye de décliner tout ça dans tous les autres parcours des gens. Merci beaucoup. Alors, je vais me permettre de rester dans la confiance et chez les femmes aussi, mais de sortir du champ de la santé, parce que ça nous fait du bien aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs, et donc on sort de notre zone de confort. On va aller vers la recherche d'investissement. Oui, je sais, je l'ai dit, le gros mot. Comment faire en sorte que les investisseurs soient dans nos projets. Alors, on accueille Alice, qui est cofondatrice de Tudigo. Tudigo, c'est une plateforme de crowdfunding, d'investissement. Et vous investissez entre 200 et 3 millions à peu près, c'est ça, d'euros dans des startups à impact. Et donc, alors je ne vais pas mentir, maintenant on se tutoie, mais on ne se connaît pas, mais c'est pas grave. Donc voilà. Axel Bernard, il y a des conseils pour que nous, les femmes de santé qui sommes à fond dans la santé, on puisse convaincre des investisseurs. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravie aussi d'être là. Je suis un peu un ovni du coup, je pense aujourd'hui, et en même temps je trouve ça hyper intéressant justement de pouvoir vous donner un retour avec ma casquette de financeuse / investisseuse, parce que pour avoir un peu discuté avec Paola, c'est un passage obligé au moment du développement de vos projets entrepreneuriaux. Donc nous, on finance des projets sur tout type d'activités, notamment et dont la santé. On a par exemple levé 1,6 million pour un projet de pilulier connecté qui vient améliorer l'observance des traitements dans le cas de maladies chroniques. Donc on peut tout à fait financer des projets tels que ceux qu'on va voir aujourd'hui. Peut-être les 3 conseils que je peux partager. Le premier, c'est de faire de la vente votre priorité stratégique. Alors je sais que dans le domaine de la santé, souvent on se dit ça viendra plus tard, on va dire un gros mot. Oui, je sais, je vais dire que des gros mots. C'est, en tout cas nous, en tant que financeurs, investisseurs, c'est une des premières questions qu'on a envie de vous poser, c'est qui seront vos clients, avec combien de clients vous parlez, quel prix les clients sont prêts à payer pour votre produit, pour votre service, et donc vraiment de vous mettre dans la prospection, dans la chasse. Plus vous parlerez à un nombre élevé de clients, plus vous pourrez améliorer votre produit, votre offre, plus vous pourrez mieux comprendre votre marché. Donc pour ça, je sais que c'est pas du tout naturel, c'est peut-être pas une de vos qualités clés en tant que femme de santé. Mais il y a plein de façons de se faire accompagner. Il y a du coaching, il y a évidemment de l'entraide entre vous. Il y a éventuellement le fait de s'associer avec une partenaire qui sera beaucoup plus avec cette casquette sales. Il y a aussi des podcasts que je peux vous partager, enfin plein de choses. Mais je pense que vraiment, c'est le message principal que je voulais vous partager. Le deuxième, c'est parmi les équipes que moi je rencontre. Il y a peut-être 2 qualités que je recherche à chaque fois sur les entrepreneurs. C'est de porter à la fois une vision, c'est-à-dire c'est quoi ma vision à 5 ans, où est-ce que je veux emmener mon projet et pourquoi je le fais, c'est quoi mon intime conviction par rapport à ça. Et le deuxième point, c'est l'exécution. Comment est-ce que du coup je le déroule, et ça rejoint pour moi le premier point. Et le dernier point, c'est le sujet des réseaux. Alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous l'avez a priori bien compris. Les réseaux, c'est aussi quelque chose auquel on est hyper sensible en tant que financeur, investisseur. Il y a le réseau Entreprendre que vous connaissez peut-être aussi. Il y a les réseaux féminins, je pense à Willa qu'on connaît aussi. Voilà, plus vous vous mettez en réseau, plus aussi c'est des
des opportunités de bien vous développer. Et c'est des choses auxquelles nous, financeurs, investisseurs, on est aussi super sensibles. Voilà, je suis à votre disposition pour échanger et vous aider. Merci beaucoup. Alors, Manuel, il est là, vous le connaissez sans doute, il nous accompagne depuis plus d'1 an maintenant, et on est heureuse de t'avoir avec nous, Manu. Tu as coaché nos petites choses qui auront 3 minutes. Pas une de plus. Ah, oui, j'arrête, je vous mets pas de stress, mais bon. Pour nous présenter, moi, je viens de faire un speech devant la ministre quand même, hein, donc bon. Hein. On n'a pas mesuré le temps. Oui, c'est vrai. Donc soyez tranquille. Mais le jury est hyper bienveillant. En vrai, c'est vrai. Vous allez. Bref, que penses-tu, je reviens à mes moutons, hein, pardon. Que penses-tu de ce retour d'interest, de tout ce côté sales dont on entend, etc. Et toi, est-ce que tu trouves qu'il doit s'appliquer à nos projets, à nous, des femmes de santé? En fait, il y a 2 choses qui me marquent. En 2023, vous devez encore, vous femmes, demander vos droits. Ce qui est juste incroyable. En entreprise, il y a des cellules d'allaitement qui sont prévues par la loi. Mais en fait, quand vous revenez de congé maternité, elles ne sont pas forcément mises en place dans les entreprises de plus de 100 employés. J'ai aussi découvert ça, c'est qu'en fait, ça ne devrait même pas être une question, ça devrait être une question anticipée par vos RH. Par l'administration, quand vous êtes une femme violentée, que vous arrivez chez un médecin, on ne va pas vous demander une attestation, je pense que c'est assez clair qu'il faut refaire les dents, qu'il faut refaire le visage, qu'il faut soigner une main cassée, etc. Et ça, c'est aussi un point important. Et parfois presque auprès de l'entourage, pour faire savoir que c'est pas parce qu'on est guéri d'une maladie qu'on est totalement guéri et que l'accompagnement qui suit ne va pas être un sujet d'accompagnement important. Le deuxième sujet est, on a parlé de ROI, et toute personne qui investit, évidemment, on attend un ROI, retour sur investissement, return on investment, retour sur investissement, évidemment. Et toute personne qui est investie IE et qui investit IT, attend aussi ce sujet-là. Après, il y a un autre indicateur qu'on ne parle pas, et qui est pour moi essentiel, c'est le retour sur investissement en santé. Et en fait, le soin. Et ce point-là, en fait, il est inestimable. Il n'y a pas de retour en tant que tel. Et en fait, c'est finalement, pour vous toutes et tous, c'est le seul indicateur qui soit le plus important, puisque de toute façon, il n'a pas de durée de retour, etc. Et que sans la santé, on ne fait rien. Et ça, c'est le point important qu'on voit à travers tous vos projets, que vous allez développer aujourd'hui, et sur lequel un institut comme celui-ci, qui veut être monté, tous vos projets sont forcément éligibles, puisque c'est finalement l'indicateur qu'on devrait avoir en tête et que tous les investisseurs devraient avoir en tête, parce qu'ils ont tous été confrontés une fois ou plusieurs fois par des proches, des amis, de la famille, etc. Et ça fait partie du sujet qui, pour moi, est ce qu'on appelle priceless et n'a pas de valeur, parce qu'il est inestimable. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le public, le privé, doit travailler ensemble de manière active pour pouvoir développer cet institut et de manière fluide. Parce qu'à travers ce qu'a dit la ministre, et elle a raison, il faudra un seul endroit et coordonner tout le monde, ce qui amène évidemment ce que vous connaissez tous sur le pouvoir, l'envie, la visibilité, etc. La seule chose, c'est qu'il va falloir que ces personnes-là soient assez humbles dans leur profil. Et de la santé ou pas de la santé, finalement, on s'en fiche. Mais humbles pour pouvoir faire avancer les intérêts publics, privés et pouvoir parler des sujets dont je vous parlais sur la prise en charge. Donc je pense que l'Institut a toute sa place et vous avez toute votre place dans ces projets-là. On parlait de la maison de la santé, la maison des femmes tout à l'heure. Il y a des projets qui sont extrêmement complémentaires et différenciants et sur lesquels il va falloir insister parce que la somme des deux fait quelque chose de plus plutôt que d'avoir la multiplicité des projets. Et à travers ce que vous aviez toutes dans vos projets, j'ai remarqué qu'en fait, il y avait beaucoup de complémentarité en disant tiens, elle fait ça à tel endroit, mais en fait, elles sont extrêmement complémentaires et elles peuvent le travailler ensemble sur un autre lieu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et j'ai fini par reprendre mes esprits. Juste pour compléter peut-être ce que je disais tout à l'heure, je reviens à mon enquête, mais en fait, on l'a fait dans 5 pays, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Brésil et le Japon. Juste pour... Bon, je sais qu'on focalise un peu sur la France aujourd'hui, mais juste pour avoir en tête que ce n'est pas un problème que franco-français. La situation et la perception des femmes vis-à-vis du système de santé, mais aussi l'expérience négative, elle est partout, malheureusement. Elle a été exprimée dans les 5 pays. Et ça, quel que soit le système de santé. C'est-à-dire qu'on n'est pas plus mauvais. Enfin, je pense que c'est important aussi de dire que ce n'est pas une thématique purement française.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur la formation des professionnels de santé, parce que ce qui ressort de l'enquête, c'est j'ai pas été écoutée, j'ai pas été entendue par rapport à l'expression de ma douleur, par exemple. On sait que dans la plupart des cas, la douleur des femmes est minimisée par rapport aux autres consultations, et notamment donc, à la consultation masculine. Donc il y a des choses qui sont avérées, qu'on a identifiées, sur lesquelles on va pouvoir travailler, qui ne sont pas nouvelles. Le gouvernement a déjà mis en place des actions par rapport à la formation des professionnels de santé, notamment vis-à-vis des biais, parce que là aussi, les minorités ethniques, la douleur n'est pas traitée de la même manière si on appartient à une minorité ethnique que si on est dans la majorité, dans un groupe majoritaire. Quand on est une personne, encore une fois, lesbienne ou bisexuelle, et qu'on va voir une gynécologue, par exemple, il y a encore des situations où les femmes s'entendent dire « mais j'ai pas besoin de vous traiter parce que vous avez une sexualité qui ne rentre pas dans ce que j'ai l'habitude de traiter ». Ben si, en fait, madame, vous êtes médecin et j'ai besoin de voir une gynécologue. Tout ça, c'est pas possible d'avoir encore ce type de discours en 2023. Oui, merci de le dire. Je pense que... Un truc pour rebondir sur ce que tu disais, c'est simplement que moi je ne pose pas du tout, mais on en parle souvent, les sales avec l'impact, et qu'au contraire, en fait, plus on veut avoir d'impact, plus on est obligé de devenir un bon commercial. Et je voulais aussi ajouter que par rapport à tous les entrepreneurs qu'on rencontre, je vois que c'est en plus quelque chose qui est encore plus souvent timide chez les femmes, et j'étais exactement dans le même cas. Et donc du coup, et ben raison de plus, comme vous portez des projets impact, que vous êtes des femmes, il y a vraiment double raison de se mettre à 200% sur ce sujet-là pour servir l'impact et la cause que vous défendez. Oui, je ne sais pas si tu as dit ta phrase, inversement proportionnelle. Oui, je la oui, recite. Elle m'a dit en préparant la table ronde, en fait, j'ai l'impression que les sales, donc les ventes, sont inversement proportionnelles à l'impact chez les porteurs de produits. Voilà. Et en fait, il va falloir équilibrer les deux, et ça va être notre travail sur nous-mêmes pour qu'on puisse aller faire face à des investisseurs, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont obligatoires. La prévention du harcèlement dans les entreprises est obligatoire par Symantec. Voilà, je tiens à le dire, par exemple. Donc il y a énormément de choses à faire. On passe. Juste un point. On dit on va faire face, je vais me tenir cette fois. On dit on va faire face aux investisseurs, et c'est vraiment le mot. C'est qu'en fait vous êtes face aux investisseurs. Et en fait je pense qu'il va falloir qu'on retourne les choses, et je l'ai dit à un certain nombre d'entre vous qui aviez le projet de lever en disant j'ai besoin de financement et j'ai beaucoup de temps. On a dit non, vous n'avez pas le temps, vous prenez le temps de choisir, parce que c'est choisir ou subir. Donc vous allez prendre le temps de choisir pour que les investisseurs viennent avec votre projet, et que vous ne vous retrouviez pas face à des investisseurs qui vont dicter quels vont être vos investissements. Et ça, c'est un élément clé dans l'accompagnement et la structuration de toute entreprise que j'accompagne, de start-up. C'est l'élément clé sur lequel, je dis toujours, choisissez et donnez-vous le temps de pouvoir être maître des personnes avec lesquelles vous allez être, et quels que soient leurs moyens, et surtout avec leurs valeurs. Une fois 2-3 entretiens passés, vous savez quelles sont les valeurs communes ou partagées ou pas. Et certes, on a besoin d'argent, mais on l'a évoqué, le seul point essentiel de la santé. On a besoin d'argent, certes, mais on a besoin de travailler dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est hyper important, et j'insiste à chaque fois pour chacun des entrepreneurs sur le sujet, quelle que soit sa maturité. Voilà.